Bonjour à tous. Et si on parlait d'Europe, ce vieux continent dont on dit qu'il est à la croisée des chemins de son avenir, à quoi va-t-il ressembler? Quel sera son visage le 9 juin prochain? 360 millions d'Européens sont appelés à élire leurs députés, 720 au total, donc 81 députés français. La France, qui est d'ailleurs le pays le mieux représenté au Parlement derrière l'Allemagne. Alors qui sont les candidats de Nouvelle-Aquitaine? À quoi aspirent-ils? Que défendent-ils? Bienvenue dans Européenne, moi candidat. Et bonjour Nordine Raymond. Bonjour Sandrine Papin. Merci d'être avec nous. Vous êtes restaurateur. Votre ville c'est Bordeaux, mais c'est aussi Rochefort en Charente-Maritime. Vous êtes 16e sur la liste de la France Insoumise, portée par Manon Aubry. L'Europe qui nous semble parfois si lointaine, mais qui finalement est au quotidien très très importante. Que dites-vous? C'est quoi votre Europe? Stop ou encore? J'aurais envie de vous répondre en insoumis que je suis différemment. Ni stop, ni encore. C'est-à-dire pas cette Europe libérale, pas cette Europe de l'austérité, pas cette Europe qui met les peuples en compétition. Une Europe différente, une Europe de la coopération, une Europe qui ne continue pas ce dumping social, une Europe qui respecte les normes environnementales, une Europe qui écoute les aspirations populaires, pas l'Europe telle qu'elle est actuellement en tout cas. Alors, on va justement aller plus loin. Nous avons choisi 4 grands thèmes et on commence bien sûr avec l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que nous sommes dans une région qui est la première région agricole de France, la Nouvelle-Aquitaine. On se souvient, et vous aussi j'imagine, de ce début d'hiver avec des agriculteurs très en colère qui ont rallié Paris avec leurs tracteurs. Beaucoup sont partis depuis chez nous. De la colère aussi des agriculteurs en Europe, écrasés, disait-il, par le poids des normes. Beaucoup sont partis de toutes ces régions. L'Europe, selon vous, elle est déconnectée de la réalité de leur quotidien? En réalité, on l'a vu, il y a eu une colère dans tous les pays de l'Union européenne. Il y a eu une colère exprimée des agriculteurs et c'est bien, ça a mis en lumière les difficultés que rencontrent les agriculteurs. Vous avez parlé des normes, ils ont aussi beaucoup parlé de leurs revenus et de la difficulté qu'ils avaient à vivre de leur travail. Et pour ces gens qui nous nourrissent, on comprend quelle colère ça doit être de ne pas pouvoir vivre alors qu'ils nourrissent ce pays et le continent. Le revenu moyen d'un agriculteur en Europe, c'est 28 800 € net par an. Voilà. Alors comment on fait justement pour qu'ils gagnent plus? Exactement. Donc vous avez posé la question sur l'Europe, sur les normes. En effet, il y a comment on fait pour garantir un prix rémunérateur pour les agriculteurs. Donc nous, on le propose, garantir un prix rémunérateur pour les agriculteurs en revenant sur les marges des agro-industriels. Parce qu'on l'a vu au moment de la crise, les agro-industriels, eux, ont vu leurs dividendes exploser, alors que les agriculteurs, eux, ont du mal à vivre. Et puis, sur les normes, parce que je ne veux pas balayer ça d'un revers de main, les normes, c'est aussi comment on impose que les produits qui viennent de l'étranger respectent des normes, les mêmes normes que les agriculteurs français ou européens. Et c'est-à-dire avec une clause de sauvegarde, on ne fait pas rentrer sur le territoire des produits étrangers qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Et je pense que c'est très important aussi pour que les agriculteurs soient respectés dans leur travail. Alors dans le collimateur des paysans, il y a cette fameuse PAC, la politique agricole commune. Et pourtant, les agriculteurs français sont les premiers bénéficiaires. C'est quand même 10 milliards d'euros chaque année. Ça n'est pas suffisant? Non, c'est qu'elle est très mal répartie. La PAC, à l'heure actuelle, elle est calculée sur les hectares d'exploitation. C'est-à-dire que plus on a d'hectares et plus on touche de l'argent public. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réorienter cet argent-là. C'est-à-dire qu'on aide selon les actifs des exploitations, selon ce qu'ils produisent aussi et ce qui respecte les normes environnementales. En réalité, quand on parle d'agriculture, je crois qu'il faut parler de modèle globalement. Parce que l'agriculture, c'est l'alimentation. Et on le voit, vous disiez, je viens de Charente-Maritime, dans la plaine de Nice, où on produit beaucoup de céréales qui sont faites pour l'export, qui ne sont pas adaptées à notre territoire. En plus, il y a l'utilisation des pesticides qui est en jeu et on en parlera avec l'environnement. Il faut qu'on parle d'agriculture en parlant de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit sur un territoire pour que ce soit utile aux gens du territoire, pour nous nourrir et non pas pour exporter vers l'Amérique du Sud et nourrir du bétail. Alors justement, on y vient parce que beaucoup se plaignent de cette concurrence qu'ils estiment déloyale, concurrence des produits importés qui ne répondent pas aux normes justement et qui sont donc moins chers à l'arrivée pour le consommateur. Je pense au poulet ukrainien, moins cher. Je pense à la tomate, pas très loin de chez nous, en Espagne, qui est 1 € moins cher parce que les coûts de production sont différents. Et puis sans parler de la concurrence, effectivement, qui va beaucoup plus loin. Par exemple, l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui inquiète les producteurs de lait. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est fini les accords de libre-échange? Vous dites stop? Voilà. Donc on stoppe tous les accords de libre-échange. Il y en a beaucoup qui viennent d'être votés. Je pense au Kenya, à la Nouvelle-Zélande. Il y en a beaucoup qui sont en cours, notamment le Mercosur. Nous sommes le seul groupe au Parlement européen, le groupe de la gauche,
gauche, présidée par Manon Aubry d'ailleurs, qui avons voté contre tous les accords de libre-échange. Le seul groupe. Que dites-vous alors à ceux qui vous disent oui, mais ils sont importants et nécessaires pour l'économie européenne? Pour certains types d'agriculture, je pense au vin. On est à Bordeaux pour les vignerons, les échanges sont importants. Alors on fait au cas par cas. Il peut y avoir des accords sur certains produits, mais pas des accords tels qu'on le fait sur le poulet ukrainien, vous en avez parlé, sur la viande de Nouvelle-Zélande, l'agneau de Nouvelle-Zélande, alors qu'ici on produit du très bon agneau. Je pense qu'il faut étudier au cas par cas les échanges qu'on peut avoir. C'est à la carte alors, c'est possible? Oui, bien sûr, c'est déjà le cas, hein, puisqu'on fait des accords particuliers avec le Kenya, d'autres avec la Nouvelle-Zélande, d'autres avec l'Amérique du Sud. C'est déjà à la carte. Nous, ce qu'on dit, c'est que tout ce qu'on peut produire ici, on ne l'importe pas, il n'y a aucune raison de l'importer. Alors la colère du monde paysan, on l'a vu, et ça nous amène à notre deuxième thème qui est celui de l'environnement, eh bien, a rebattu les cartes et amené à une révision de la PAC. C'était il n'y a pas très longtemps, aux grandes dames des écologistes. Pourquoi? Parce que les députés ont supprimé une partie des critères environnementaux, fin de l'obligation de laisser des terres en jachère, fin de l'obligation de rotation des cultures. Vous dites quoi? Nous, on dit c'est bien ou c'est pas bien? Déjà, vous n'avez pas compris la colère des agriculteurs. Les normes telles qu'elles sont faites, ce n'est pas le problème majeur. Le problème, c'est le revenu. Et donc, vous décidez de répondre à la colère des agriculteurs en disant, c'est ce qu'avait dit Macron sur la pause environnementale, en disant on fait une pause sur les réglementations. On dit il faut en effet aider les agriculteurs à les accompagner, notamment sur l'ingénierie, pour pouvoir remplir les dossiers qui sont immenses, notamment les dossiers PAC. Mais on dit surtout qu'il faut avoir des mesures concrètes sur le revenu des agriculteurs et surtout pas sur les normes environnementales. C'est, je pense, l'enjeu de ce siècle, enfin de la décennie à venir, qui est l'environnement. On le subit particulièrement ici, je crois, le changement climatique. Et donc, il faut une réponse ferme face à ce sujet. Oui, mais justement, si déjà le projet phare, qui est de baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030, a été retiré, on peut se dire quid de l'écologie. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir avoir des réponses encore plus drastiques dans 5 ans? C'est ça? Et là aussi, il faut que ce soit global. C'est-à-dire qu'il faut aussi investir dans la recherche. Je suis contre l'utilisation des pesticides parce que je sais ce que ça cause. Et notamment, je vous le disais chez moi, à la Plaine de Nice, on a vu des clusters de cancer pédiatrique. On parle quand même de la santé de nos mômes, quoi. Et qu'on voit, on l'a vu avec les écoles aussi en Gironde, avec les malaises qu'il y a eu il y a quelques années. Mais si on ne propose pas aux agriculteurs, les agriculteurs sont les premières victimes de ce modèle agricole, si on ne propose pas aux agriculteurs des manières de bifurquer dans le modèle agricole, alors on est contre eux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi investir dans la recherche, il faut aussi donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir changer leur modèle, il faut aussi aider les jeunes à s'installer, par exemple. Et il faut aussi, enfin voilà, il y a toute une politique globale à mettre en place qui n'est pas seulement enlever des normes et revenir sur des politiques qui ont déjà été mises en place. Le climat, la biodiversité, ce sont deux grands axes majeurs de cette élection. Vous défendez 100% de renouvelables pour le futur énergétique de l'Union européenne. C'est crédible? 100% de renouvelables? À l'horizon 2050. Ouais. Oui, c'est crédible. Il y a des pays déjà, comme le Portugal, qui sont 100% renouvelables. Il y a une manière de faire, il faut s'organiser. Vous savez, dans tout ce dont on est en train de parler, que ce soit l'agriculture, le renouvelable, moi je pense qu'il faut absolument planifier, c'est-à-dire on s'organise, on décide collectivement, on ferme telle centrale à tel horizon, en échange de quoi il faut produire tant d'énergie différemment. Il faut à la fois décarboner l'énergie et à la fois passer à du renouvelable. Et dans le renouvelable, il n'y a pas que l'éolienne. Il y a aussi les forces houlomotrices, il y a aussi l'énergie de la mer. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit creuser et sur lesquels on peut aller. Et donc l'horizon 2050, oui, et plein d'associations le disent. D'un mot, vous militez pour un protectionnisme écologique. C'est ce que dit Manon Aubry. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire, c'est ce que je vous disais, les taxes aux frontières. C'est-à-dire écologique et social, parce que je sais que ce n'est pas dans les sujets d'aujourd'hui et qu'on n'en parle pas beaucoup pendant cette campagne. C'est-à-dire, quand il y a un produit qui vient de Chine, il arrive à la frontière européenne. Est-ce qu'il respecte les mêmes normes environnementales que nous? Non. Donc il a des taxes à ce sujet. Est-ce qu'il respecte les normes sociales? C'est-à-dire, est-ce que les travailleurs sont bien traités? Est-ce que ce n'est pas issu de travail forcé? Est-ce que vous savez ce qui vient de se passer avec la clause de sauvegarde des entreprises? Et nous, on veut renforcer cette idée-là, c'est-à-dire s'attaquer aux multinationales qui importent sur notre territoire des produits manufacturés ou des produits issus de l'agriculture qui ne respectent ni les normes environnementales ni les normes sociales. En clair, taxer les superprofits. Alors oui, et taxer les superprofits, parce que d'ailleurs on peut taxer les superprofits sans pour autant taxer aux frontières. On veut taxer les superprofits et aussi taxer aux frontières les produits qui ne respectent pas nos exigences environnementales et sociales. Alors le troisième thème, c'est celui des transports. Et d'abord on va s'intéresser au rail à l'heure où l'on parle beaucoup de la ligne à grande vitesse, et on le sait, chez nous on est à 2 heures de Paris depuis Bordeaux. Il y a la future LGV Bordeaux, Dax, Toulouse, et puis ces LGV qui sont finalement
qui permettent de connecter entre elles les grandes métropoles. Et à côté, on a ces petits trains du quotidien avec ces usagers qui les prennent tous les matins pour aller travailler à 30 ou 40 km de chez eux et qui sont un peu oubliés par l'Europe. Comment on fait pour renverser la tendance? Oui, voilà, et vous l'avez dit. Et puis l'argent public, j'ai envie de dire, Macron l'a dit, c'est pas magique. Alors si on investit dans la LGV, on n'investit pas dans les gares du quotidien, on n'investit pas dans la réouverture de lignes de chemin de fer, dont on a particulièrement besoin dans cette région, hein, je pense en Creuse ou dans des départements où on manque cruellement de chemin de fer. Alors oui, l'argent qu'on met dans ces grands projets inutiles qui en plus sont écocides, on pourrait le mettre dans la réouverture de lignes, on pourrait le mettre dans des trains de nuit aussi, la réouverture de trains de nuit, notamment entre les capitales européennes, et aussi dans le fret, parce que je crois que le fret est un gros sujet. On le voit aussi, là on est à Bordeaux, sur la rocade, les bouchons qu'il peut y avoir, les camions, les masses de camions qu'il peut y avoir. Si on met tout ça sur des trains, d'une, on respecte la planète, et en plus on permet aux gens de vivre mieux et de moins être dans des bouchons. Donc le train et le rail, c'est un enjeu essentiel et crucial de l'Europe. L'Europe finance à travers les régions les voies de chemin de fer. Et il faut favoriser les trains du quotidien plutôt que les gros projets inutiles. Alors ça m'amène à une autre question, on va le voir parce que le Parlement européen a ouvert la voie, vous le savez, à la circulation facilitée des méga-camions. Ces méga-camions que l'on voit déjà ailleurs, regardez cette carte, en Espagne, mais aussi dans les pays du Nord. Vous voyez, la France est assez isolée parce que pour l'instant, on n'en veut pas. Vous, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je suis totalement contre et je suis pour dire... La politique, ce n'est pas une plaisanterie. Et donc, il faut qu'à un moment, les gens qui ont voté au Parlement européen, c'est-à-dire les autres groupes, je pense particulièrement au groupe socialiste, qui dans sa majorité a voté pour les méga-camions, doivent rendre des comptes aux électeurs. Vous voyez, Maran, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le contournement de Maran, c'est invivable pour les gens déjà, les camions. Si on met des méga-camions sur ces routes-là, c'est un enfer écologique, un enfer pour les habitants. Il faut développer le fret, parce qu'en contrepartie, la Commission européenne s'attaque au fret et démantèle le fret SNCF. Donc tout ça, vous voyez, oui, mais ça a du sens. Vous dites quoi à ceux qui estiment qu'ils permettent, ces méga-camions, d'économiser du carburant et de réduire aussi les émissions à gaz à effet de serre, parce qu'ils transportent plein de marchandises, finalement. Oui, moi je dis que dans leur modèle économique du grand déménagement du monde, où on peut tout commercer, tout échanger en permanence, ils ont peut-être raison. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut relocaliser les productions, réimplanter des industries au plus proche des gens pour créer de l'emploi, qu'il faut que l'agriculture se fasse aussi avec de la souveraineté alimentaire au plus proche des gens et qu'on a moins besoin de transport de marchandises dans ce cas-là. Et si on a besoin de transport de marchandises, alors il y a le fret ferroviaire, développons le fret ferroviaire. Alors c'est important parce que les États membres doivent désormais adopter leur position en juin. Donc cette affaire des méga-camions, elle n'est pas encore complètement terminée. Le dernier thème, il est important, c'est celui des migrations. On le voit, le vieux continent est le théâtre d'une montée inédite des nationalismes et des partis d'extrême droite. Ils sont en tête des intentions de vote dans 9 pays de l'Union européenne. C'est le cas, par exemple, en France. D'abord, l'immigration, c'est quoi? C'est une chance ou une menace? C'est une chance. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un sujet qu'on peut pas... On parle d'humain, on ne parle plus de camions, on ne parle plus d'agriculture, on parle de vie humaine. Et la France est le premier pays à avoir mis dans sa constitution le droit d'asile en 1793. C'est la France révolutionnaire qui a mis pour la première fois ce droit-là. Et donc alors, vous savez, il y a l'extrême droite qui joue sur les peurs et qui, face à des sujets, au lieu de chercher des solutions, cherche des problèmes. Il faut trouver des solutions face aux gens qui sont dans l'exil forcé. Il faut déjà avoir un discours de vérité. Beaucoup partent en raison de la mondialisation, en raison du changement climatique, en raison des conflits armés, dans lesquels parfois nous sommes impliqués. Et donc il faut avoir cette justice-là de se retirer des conflits armés et de faire attention à ce que nous faisons, notamment au climat, pour éviter que les gens partent de chez eux. Mais il faut aussi ouvrir des voies légales, accueillir les gens. La France est un pays d'accueil. C'est votre recette pour éviter ces drames que l'on voit en Méditerranée, la Méditerranée qui est un cimetière à ciel ouvert. 30 000 morts sous le mandat du troisième de liste de Jordan Bardella qui dirigeait l'agence Frontex. 30 000 morts dans la Méditerranée. Et c'est un cimetière à ciel ouvert. Alors oui, notre recette, c'est l'accueil. Notre recette, c'est de permettre des voies légales. Notre recette, c'est d'éviter les gardes-côtes en Libye. Mais est-ce que vous n'êtes pas en décalage, malgré tout, avec l'opinion publique qui souhaite, elle, organiser l'immigration? Vous savez, moi, j'ai milité beaucoup dans des associations avec des migrants et j'ai découvert un nombre de gens incroyables, prêts à accueillir des gens chez eux, des personnes très âgées, prêts à accueillir des mineurs non accompagnés. On ne parle jamais de ces gens-là, on ne parle jamais de cette France-là, qui font la France de l'accueil, qui travaillent dans des associations, qui nourrissent les gens dans les maraudes tous les soirs à Bordeaux, par exemple. Cette France-là existe, mais elle se tait. Je trouve que la France bruyante, à l'heure actuelle, c'est la France de l'extrême droite. Et il faut que, je pense, on porte un discours de vérité. Nous devons accueillir les gens, c'est notre devoir. Ça veut dire que pour vous, tout le monde a vocation à venir sur le sol européen?
Non, ça veut dire que la meilleure façon, c'est que les gens puissent rester chez eux. La première chose, c'est de permettre aux gens de vivre chez eux, c'est-à-dire d'arrêter de commercer avec des États corrompus, d'arrêter notamment, et quand on parlait de décarboner l'économie, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec les pétromonarchies. Qu'on condamne souvent alors qu'on commerce avec eux et qu'on importe leur pétrole. C'est aussi toutes ces questions-là. La première chose d'un être humain, c'est de vivre chez lui, avec sa famille, avec ses amis autour de lui. Mais quand il n'a pas le choix de partir, alors nous, en tant qu'être humain, notre devoir, c'est de l'accueillir, de l'épauler, de le seconder et de lui dire « Écoute, tu seras bien ici, on sera là pour toi ». Nordine Raymond, si vous êtes élu le 9 juin prochain, vous siégerez au Parlement européen à la gauche unitaire européenne, qui est la plus petite formation de l'hémicycle derrière les écologistes et la gauche social-démocrate. Pour vous, Nordine Raymond, le défi majeur de ces nouvelles élections, quel est-il ? Je pense que c'est le défi environnemental. Et on a parlé de l'agriculture. Vous savez, moi, quand j'ai découvert l'histoire dont je vous parlais dans la plaine de Nus des clusters de cancer pédiatrique, vraiment, ça m'a troublé et j'ai décidé de m'engager sur ce sujet qu'est l'utilisation des pesticides et les méfaits qu'il peut causer à la santé, notamment à la santé des agriculteurs. Je veux le dire, ce sont les premières victimes de ces produits-là. Et donc, je crois que je me battrai pour un nouveau modèle agricole, mais aussi, puisqu'on a parlé des migrations, j'aimerais qu'on change le regard qu'on a sur les migrations. J'aimerais qu'on en reparle d'un point de vue philosophique aussi et humaniste, de ce que c'est que des vies humaines qui sont brisées, de ce que vivent les gens dans les camps, de ce que vivent les gens avec les gardes-côtes libyens, de ce qui se passe en Méditerranée. Et donc c'est des sujets, je crois, où on se grandirait à pouvoir les aborder, non de manière fantasmagorique comme le fait en permanence l'extrême droite, mais de manière réelle et humaine. Vous savez dans quelle commission vous pourriez siéger ? J'ai proposé, puisqu'on nous a déjà demandé de siéger dans la commission agriculture, oui. Merci, Nordine Raymond. C'est moi qui vous remercie.